Lundi, nous sommes le 23 novembre 2020. Bonsoir et merci de nous choisir dans votre rendez-vous qui vous informe sur coronavirus. Nous allons devoir aborder ce thème Covid-19. Pourquoi l'asthme est un facteur aggravant? Invité, professeur Komi Adjo, professeur agrégé de pneumologie. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, d'abord, quand on parle de l'asthme, on la classe cette maladie dans quelle catégorie de maladie? L'asthme, c'est une maladie des voies respiratoires. Vous savez, l'appareil respiratoire est composé de deux grandes parties essentielles. La première partie, c'est ce qu'on peut appeler la tuyauterie, c'est les voies respiratoires qui quittent le nez jusqu'au niveau du poumon profond. C'est cette partie-là qui est chargée de conduire l'air que nous respirons, de le prendre de l'extérieur, de l'amener jusqu'au niveau du poumon, et le poumon profond qui représente la deuxième partie, qui est la partie qui sert à faire assurer l'échange de gazeux entre l'organisme et l'air que nous respirons. Et donc, l'asthme, c'est une maladie donc, qui touche essentiellement aux voies respiratoires, en créant donc une sorte d'enflure, une inflammation dans le langage médical. Et cet enflure, cet édème-là, va entraîner une réduction de la lumière des voies respiratoires. Et c'est ce qui va expliquer donc les symptômes de la maladie. Voilà. Alors, elle fait partie de quel genre de maladie? Une maladie contagieuse, héréditaire, ou parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Alors, l'asthme n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas une maladie liée à l'infection en tant que telle. C'est une maladie qui est multifactorielle, c'est-à-dire que la survenue, la genèse de l'asthme chez un malade lié à plusieurs facteurs, dont les facteurs génétiques. On peut dire sûrement qu'il y a une prédisposition, une forte prédisposition à développer l'asthme. On est toujours avec quelque chose en lien avec l'asthme qui est génétique. Et c'est sur cette prédisposition que vont agir les facteurs exogènes, extérieurs, pour déterminer en définitive le profil asthmatique. Et donc les deux versants sont là, le côté génétique et puis les facteurs environnementaux qui vont agir sur le volet génétique. Côté génétique, ce qui veut dire que ça peut être de père en fils ou de mère en fille. Oui, la transmission ne suit pas les lois simples de la transmission de Mendel, comme on le dit en génétique. Oui. Quand vous avez un parent asthmatique, les descendants ont entre 25 et 30-35% de risque d'être asthmatique. Si les deux parents sont asthmatiques, eh bien, ce risque-là est doublé. On tourne autour de 60 à 75% de risque de développer l'asthme. Donc, vous voyez, c'est très lié quand même à l'hérédité, à la transmission génétique. Et quand vous parlez, bien sûr, de l'environnement, ça veut dire que l'espace dans lequel se trouve la personne, voilà, son quotidien, tout ce qui l'entoure, ce qu'il respire, ce qu'il mange, tout cela va jouer. C'est des déterminants qui vont permettre au terrain génétique de s'éclore, de s'exprimer. Et donc, vous pouvez avoir les mêmes prédispositions génétiques, mais parce que l'autre est dans un environnement différent, il ne développera pas les symptômes de l'asthme, alors que une autre personne va les développer et assez fréquemment. Et de la même façon, vous pouvez avoir les mêmes prédispositions selon l'environnement,
l'expression de la maladie par les symptômes à type de difficulté à respirer, la toux, cette expression va être assez forte chez l'un et très discrète chez l'autre. Et donc, c'est ça le rôle de l'environnement. Et donc, on est quand même avec une prédisposition, mais il faut que l'environnement là agisse pour que cette prédisposition-là puisse s'exprimer. Et l'expression aussi est très variable. Alors, quand on sait que coronavirus est une maladie très contagieuse et l'autre, enfin, je veux parler bien sûr de l'asthme héréditaire, en quoi l'asthme peut être un facteur aussi aggravant dans cette lutte contre cette maladie que puisse vous rencontrer ces cas-là? On va revenir peut-être sur le pourcentage que vous avez déjà rencontré dans le courant de l'émission. Ce qu'il faut dire, c'est que les infections qui touchent l'appareil respiratoire sont des facteurs aggravants de l'asthme. Nous appelons quelque chose une exacerbation qui est la répétition et l'aggravation des signes de l'asthme. Et donc, cette répétition, cette aggravation des signes de la maladie asthmatique va être assez souvent, parfois liée donc à des infections qui touchent l'appareil respiratoire. Et donc, la première crainte qu'on avait quand Covid-19 s'annonçait, c'est que les asthmatiques qui vont développer Covid-19 vont s'aggraver, vont aggraver leur maladie asthmatique. Et si cette aggravation vient s'ajouter à la gravité de Covid-19, ça fait une potentialisation d'effets délétères sur l'appareil respiratoire. Et donc, on a craint que les asthmatiques payent un lourd tribut pour Covid-19. Maintenant, dans la réalité des faits, on s'est rendu compte que quand on prend les malades qui font les formes symptomatiques, que ce soit modérées à sévères de Covid-19, la représentation des patients asthmatiques parmi ces malades-là est assez faible. Et donc, cela voudra dire, et ça c'est des observations concordantes, que ce soit ici ou ailleurs, plusieurs séries ont remarqué cela, et cela voudra dire que, en définitive, Covid-19 n'aggrave pas spécialement l'asthme, et que c'est ce qui a été observé. Les malades asthmatiques qui ont eu Covid-19 n'ont pas présenté de formes graves de leur maladie asthmatique et n'ont pas aussi particulièrement présenté de formes graves de Covid-19. Mais la crainte est là. Donc, première leçon, c'est que les malades asthmatiques n'ont pas une prédisposition particulière à faire l'infection à coronavirus, au nouveau coronavirus. Et donc ça, c'est constaté. Puisque dans les signes de Covid-19, on dit si la personne a des difficultés respiratoires, on sait que celui-là qui traîne l'asthme avec lui, très souvent, c'est ce problème-là qu'il a. Et quand il chope maintenant le coronavirus, ça doit être beaucoup plus aggravant, sa situation. C'est l'effet attendu, sauf que quand je prends 100 asthmatiques hospitalisés pour Covid-19 et je prends 100 autres malades non asthmatiques. Et quand on voit celui qui va s'aggraver dramatiquement après, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément l'asthmatique. Et donc, ça a été curieux de le constater. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'un asthmatique est différent d'un autre asthmatique. Okay. Quand vous avez un asthmatique jeune qui est contrôlé dans l'asthme, quand on prend les médicaments et que les médicaments permettent d'avoir une expression assez discrète de la maladie asthmatique, on parle du contrôle de l'asthme. Et donc, quand vous avez un malade jeune qui est contrôlé sur le plan asthmatique
eh bien, ce malade-là, quand il fait Covid-19, il est presque comme monsieur tout le monde. Et donc, il n'a pas de prédisposition particulière pour développer les formes graves. Et le plus souvent, l'infection à Covid-19 ne dégrade pas spécialement l'asthme chez ces sujets-là, contrairement à ce qu'on a observé dans d'autres infections respiratoires. Et donc, ça, c'est un fait. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, donc, quand on est un asthmatique et qu'on n'est pas très bien contrôlé par son traitement, que malgré le traitement, on fait assez souvent de crises, et quand on est âgé, et en ce moment-là, la présence de l'asthme devient une maladie associée qui peut rapidement aggraver la situation. Et donc, ces deux situations-là doivent être bien différenciées. Un sujet jeune asthmatique avec asthme contrôlé, il est presque comme tout le monde, mais un sujet âgé ou un sujet qui n'a pas, dont le traitement n'a pas réussi à contrôler l'asthme, est un sujet à prendre avec assez de sérieux, avec assez d'attention. Alors, dans la prise en charge au Togo, comment se présente bien sûr le tableau des patients que vous avez eu à rencontrer, puisque vous êtes le chef qui s'occupe de ce côté-là au CH Lomé Commune? Oui, j'assure la coordination des soins avec le professeur You qui a été appelé à d'autres fonctions. Effectivement, donc les malades qu'on a reçus, si nous prenons jusque-là, on n'a pas reçu beaucoup d'asthmatiques, on en a reçu une petite demi-douzaine, et ce ne sont pas des gens qui nous ont posé particulièrement de problèmes en matière de prise en charge. Par rapport à l'asthme, c'était pas ça le problème. Et par rapport à Covid, c'est un tout petit chiffre qui ne permet pas des analyses assez objectives pour tirer des conclusions. Dire qu'au Togo, que les asthmatiques ne font pas de forme grave ou pas, le nombre est trop petit pour tirer des conclusions. Mais ils ne nous ont pas spécialement stressés, spécialement impressionnés par la gravité de leur tableau. Est-ce qu'ils ont eu une prise en charge aussi particulière, à part les autres qui sont là? Bien entendu, quand nous recevons un malade qui fait Covid-19 et qui est asthmatique, on s'assure que son traitement de fond pour l'asthme, vous savez, l'asthme a deux traitements. Un traitement, je dirais deux types de traitements. Un traitement qu'on prend quand les crises ou les symptômes surviennent, et un autre traitement qui sert à réduire l'inflammation au niveau des voies respiratoires et qui évite que les crises surviennent. Et donc, nous appelons le traitement de fond. Et donc, quand on reçoit un malade qui fait Covid-19, qui est asthmatique, on s'assure qu'il ait son traitement de fond et que ce soit un bon traitement de fond. Et donc, cela permet que les choses ne se dégradent pas sur le plan asthme. Et donc, c'est ce qui se fait. Maintenant, si le malade fait des crises, on en a eu. Et donc, il y a un traitement pour les crises ou contre les exacerbations. Un protocole bien connu, bien mis en place dans le centre et qu'on applique à ces genres de malades. Et s'il y a un patient qui peut-être au premier abord n'a pas vite su un patient de Covid qui auparavant avait l'asthme, il n'a pas su se prononcer, se signaler vite par le 111. Il vient à votre niveau dans les derniers moments. On a eu certains cas, on en a parlé quand on avait vu au début de cette maladie au Togo, qu'il y avait certaines complications ça et là, où il faudrait assister le malade avec, comment vous l'appelez, le respirateur. Ouais, le respirateur. Voilà. Oui, ce qui se passait au tout début, maintenant, le stress et la grande peur est en train de tomber. Au départ, c'est que les malades hésitaient, les malades asthmatiques, s'ils s'aggravaient, si les crises devenaient de plus en plus importantes, ils hésitaient à demander les soins, à venir à l'hôpital. Ce qui fait que on les voit dans des états un peu plus graves, un peu plus dramatiques.
Et ça, c'est les premiers moments de Covid-19. 19 Maintenant, tout le monde s'est sensibilisé à la On vous question. a outillé, hein, vous avez réclamé des respirateurs, c'est là. Oui, oui, oui. On en a tellement payé, là. Non, vous en avez eu. Pas tant que ça. Je vous assure qu'aujourd'hui, on n'est pas... on a des respirateurs. Vous les utilisez pas vraiment? Si, on les utilise. Ah bon? Bien sûr. Ah non, on les utilise régulièrement. Il y a des complications qui nécessitent l'utilisation de ces respirateurs-là? Absolument. Okay. Vous savez, Covid-19 est une maladie qui touche l'appareil respiratoire et qui peut les détruire assez profondément. Et donc, ça arrive assez souvent, assez souvent. Et la plupart de nos malades qu'on a perdus, c'est des malades qui sont passés sous respirateur. Okay. On réussit à récupérer certains, mais ce qu'il faut également souligner, c'est pas la solution miracle. Hein. Les respirateurs, c'est le dernier recours. Et il vaut mieux si on peut prendre en charge plus tôt les gens, si on peut éviter que les gens en arrivent à cette phase-là, il vaut mieux les éviter. Vous savez, on classe les malades en différentes catégories et les malades qui sont sous respirateur, c'est des malades que nous classons dans la catégorie des critiques, les malades critiques. Okay. Et donc, il vaut mieux éviter d'arriver là. Sinon, les respirateurs sont là, on les utilise. Et bon, on n'en a pas un très grand nombre. Et donc, c'est pour cela que nous disons qu'il faut qu'on fasse attention. Si vous avez 15 respirateurs, comme c'est le cas actuellement fonctionnel qui est mis au CHR Lomé Commune, ça veut dire qu'on ne peut que prendre en charge 15 patients. Et 15 patients critiques en même temps. Et quand vous mettez un patient sous respirateur, il est sous respirateur pour environ 6-7 jours, dizaines de jours. Et donc, vous voyez que ça voudra dire que on n'est pas si équipé que ça. On n'est pas si équipé que ça. Et ce qui nous amène encore à lancer l'appel à nous tous, à ce qu'on fasse attention, qu'on continue d'être très attentifs, très disciplinés à appliquer les mesures barrières. Ça ne sert à rien de s'infecter. Et de le dire aujourd'hui, pendant un moment où on a fini par se dire que c'est les malades qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont d'autres maladies, notamment l'hypertension, notamment le diabète, notamment d'autres pathologies, que c'est eux qui font la forme grave. On s'est rendu compte qu'il y a des gens que le jeunes, problème est ailleurs, hein, des sujets jeunes de plus en plus qui font des formes graves. On en a même perdu à 30 ans. Et des sujets sans comorbidité, sans maladie associée, pouvant expliquer la survenue des formes graves, qui ont fait des formes graves. Et donc, attention, il faut que nous soyons disciplinés, c'est ce que je dis. Alors, quand on parle bien sûr des respirateurs, les gens se demandent justement, il s'agit de quoi? Ou bien c'est cette affaire d'oxygène qu'on met souvent aux gens. Alors, ou bien c'est quoi concrètement? Pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas vraiment une idée de la chose. Non, les malades graves, d'abord, on leur donne de l'oxygène. Vous savez, l'air que nous respirons contient de l'oxygène, mais pas en quantité suffisante. Oui. Vous savez, c'est autour de 21% d'oxygène dans l'air que nous respirons. Et donc, quand un malade n'arrive pas à respirer, la première solution, c'est de lui donner de l'air plus riche en oxygène. Donc, on lui donne de l'oxygène, que ce soit par les lunettes ou par d'autres dispositifs que nous appelons des masques. Maintenant, il arrive que cet oxygène-là, ne le donner tout simplement comme ça. Il faut que le malade soit en mesure de l'aspirer, de l'amener dans le poumon profond, de le laisser là pour que l'échange se fasse. C'est comme ça la respiration. On prend l'air de dehors, on le met dans le poumon, et arrivé dans le poumon, l'échange se fait, et on ressort de l'air riche en dioxyde de carbone.
il arrive que quand le poumon est fatigué, détruit par Covid-19, il n'arrive pas à faire ce jeu-là correctement. Et donc, c'est un poumon qui n'arrive plus à pomper l'air comme il se doit, à le faire rentrer suffisamment, à gonfler les alvéoles et à leur permettre de rester là, d'assurer de pouvoir passer dans le sang. Et donc, ce qu'on fait en ce moment-là, c'est d'aider les poumons à faire rentrer l'air jusqu'au niveau des alvéoles qui sont de petits sacs. Et donc, c'est en ce moment-là qu'on utilise le respirateur. Donc, c'est un appareil qu'on applique au sujet. Donc, on met un tuyau dans les voies respiratoires. On passe par la bouche. On rentre dans la trachée, qui est donc dans les voies respiratoires avec un tuyau. Et on connecte ce tuyau-là au respirateur. Et donc, le respirateur prend de l'oxygène, il l'envoie, il le pousse profondément pour que ça rentre dans le poumon profond, pour que les échanges se fassent et pour qu'il le ressort après. C'est un peu ça, comme cela que fonctionne un respirateur. Donc, c'est une aide à la ventilation, à la respiration. Quand le malade ne peut plus respirer par lui-même. Il faut l'assister. Il faut l'assister. Et c'est ça votre boulot, hein? Vous le faites très souvent. Entre autres. Entre autres. Voilà, c'est... La prise en charge de malades Covid ne se limite pas qu'à cela. Oui, mais bon, je veux parler du côté respiration. Oui, moi je autres suis... complications dont vous êtes la personne la mieux indiquée. Dans l'équipe, on est de différents profils. Oui. Il y a les infectiologues, ceux qui ont appris les maladies infectieuses, comment ça évolue, les complications, toutes des dommages que ça pourrait entraîner, comment il faut anticiper, avec quels médicaments. Il y a des pneumologues comme moi, et donc qui voient spécifiquement ce qui se passe au niveau des poumons, comment on peut les gérer au mieux. Et il y a dans l'équipe également des réanimateurs, des gens qui s'occupent de la réanimation quand le malade doit être mis dans un état d'inconscient, de sommeil profond, comment il faut le gérer pendant tout ce temps-là, et en même temps avec le respirateur. Et donc, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a des cardiologues qui interviennent, il y a des neurologues qui interviennent quand on en a besoin. Et donc, c'est tout cela qui constitue l'équipe. Et donc, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand on voit un peu ce que l'affiche, ce tableau que vous venez de présenter par rapport à la composition de l'équipe, c'est beau, hein? Mais on se demande à l'intérieur du pays, comme à Kara, oui, à Sokolé, à Dapaon. C'est pour cela que évidemment, il n'y a pas de spécialistes, il n'y a pas suffisamment de spécialistes à l'intérieur. Voilà. C'est le travail que nous devons faire ensemble, nos autorités, et les écoles de formation. Il faut absolument qu'on forme davantage de spécialistes. Mais c'est vous qui formez, non? Vous êtes non, mais vous savez, moi je suis, par et... exemple, je dirige une école qui forme les pneumologues. Oui. Mais je forme plus les étrangers. Les 3/4 des étudiants qui sortent pneumologues de notre école, c'est des étrangers. Alors, pour que le Togolais fasse, quand tu fais 7 ou 8 ans d'études médicales, où tes parents ont saigné pour que tu sortes médecin, ils attendent que tu ne sois plus une charge pendant 4 ans supplémentaires ou 5 ans ou 6 ans supplémentaires selon les spécialités. Il faut absolument, si l'État veut des spécialistes, que l'État finance. On a trop de jeunes docteurs maintenant, déjà à 24, 25 ans. Ils peuvent continuer. Bon, on a déjà saigné, il faut saigner encore beaucoup plus. Et une fois de bon, on a des... Oui, ben, si je veux saigner, On a des jeunes docteurs, on se dit, finalement, on les confond aux infirmiers dans les centres hospitaliers. Très souvent, moi, je vois les jeunes docteurs avec qui... Oui, ça, c'est... On se dit, mais bon, lui, comme ça, il peut continuer encore pour peut-être dans 10 ans. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est la formation médicale est coûteuse. C'est vrai que l'État fait un effort, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut qu'on arrive à disposer au niveau des régions, par exemple à Dapaon, à Kara,
à Sokoré, à Tapamé, des poules de spécialistes, des spécialités qui sont complémentaires, qui peuvent fonctionner de façon cohérente. Et ça, cette politique-là, ce n'est pas un individu qui se lève, qui forme, ou pas un étudiant qui décide d'aller se former, non. C'est l'État qui dit, d'ici 5 ans, il faut que j'ai à Sokoré, par exemple, 2 cardiologues, 2 pneumologues, 2 radiologues, 2... Ça, là, c'est l'État qui décide et qui met les moyens. Est-ce que vous proposez quand même? Mais on propose, si ce n'est que ça. Vous savez, les priorités sont multiformes, sont diverses. Et ce que nous, on trouve comme très prioritaire, peut-être cela ne l'est pas forcément. Et donc, mais on espère que ça va se faire. C'est absolument important. L'équipe qu'on a actuellement au CHR Lomé Commune, d'abord, ce n'est pas suffisant. Par exemple, nous, on a besoin d'un minimum de 4 réanimateurs vrais dans l'équipe. On n'en a pas. On a des réanimateurs anesthésistes qui ne sont pas de très spécialistes chevronnés de la réanimation pure. Ils sont de l'un mieux que nous, qui ne sont pas des réanimateurs. Mais on veut les vrais réanimateurs, on ne les a pas, parce qu'il n'y en a pas un seul au Togo. Ah bon? Mais bien sûr, on a des anesthésistes réanimateurs qui, à la base, sont destinés à endormir des malades pour les interventions et à les réveiller. Il y a des vrais réanimateurs médicaux qui, eux, c'est des situations dramatiques, graves, qui n'ont rien à voir avec une intervention qu'ils ont appris à gérer. Ce profil-là, on ne l'a pas. Et ça, par exemple, il n'y en a pas. Cette offre n'existe pas au Togo. Si quelqu'un veut le faire, ça demande des millions sur 4-5 ans. Et il faut qu'on décide à financer ce genre de profil et pour qu'on ait un pôle cohérent. Et on a quand même des médecins réanimateurs, des urgentistes qui font de très bons boulots au CHR Lomé Commune, mais à l'intérieur, à Dapan, il n'y en a pas. À Sokoré, ce profil-là, il n'y en a pas. Il y a des complications. Hein, alors, ce qu'on a décidé de faire, voilà, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a un pool en place des gens qu'on a formés à ce qu'il faut faire. On échange sur des plateformes, on est en contact. Et ce qu'on a mis, quand des malades s'aggravent et qu'on sait qu'ils ne peuvent pas être gérés là où ils sont, le système, c'est de pouvoir les prendre de là-bas et de les amener là où ils peuvent être mieux soignés. Mais l'idéal, c'est d'avoir des poules assez de haut niveau ou de niveau acceptable partout. Mais pour ça, il faut des spécialistes. Parfait. C'est un peu ça, hein, ce qui se passe tous les jours en matière de la prise en charge. Oui, c'est ce qui se passe. Comme je l'ai dit, hein, beaucoup d'efforts ont été faits. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas régler en une journée. Hein. Et donc, quelle que soit votre bonne volonté... Il faut aussi qu'il y ait des gens qui manifestent de devenir peut-être un bon réanimateur pour que des bourses d'études qui sont Non, moi je vous assure que si l'État l'État dit aujourd'hui que nous avons 50 bourses, nous avons 100 bourses pour former des spécialistes, on trouvera, il y a beaucoup de diplômés. Chaque année, les gens voyagent, ils sortent du pays pour aller faire des spécialités. Finalement, ils deviennent des... Non. Si vous avez des exemples clairs, vous pouvez les donner. En médecine, il y en a très peu. En médecine, il y en a très peu. Ceux qui vont se former à l'étranger, souvent, ils le font à leur propre fin. Et quand tu dépenses 20, 30, 40 millions pour te former, il faut que, à la fin, tu te dis, il faut que j'aille quelque part où je puisse récupérer un peu de ces sous. Et donc, ceux qui arrivent à se former à l'étranger pour des spécialités très demandées, ils risquent de ne pas revenir et ils ne reviennent pas. Et c'est ce qui explique ce nombre aussi important de vos collègues à la région parisienne. Moi, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire, pour que ça change, il faut que l'État fasse un contrat avec les gens.
ça peut se faire. On vous envoie, vous revenez, même si vous devez partir, on fait au moins 10 ans de service. 10 ans de service, et puis moins. après, on vous libère. Les gens ont eu des bourses dans ce pays après la formation. Là, je les ai jamais vus, ils sont partis comme ça. Moi j'ai connu plein de gens à l'université avec qui j'ai fait même, puisque nous n'étions pas trop brillants, on n'était pas mis les moyens. Non, le problème qui est là... les gens ont fait la série D et ils ont eu une bourse pour aller faire peut-être le droit en France ou dans d'autres pays. Comment on peut expliquer ça? Le truc, c'est quoi? C'est ça. Alors, on a des cas à gérer comme ce qui se passe actuellement. Oui, c'est il y a aussi, quand vous donnez la bourse à quelqu'un et qu'il finit, et il faut qu'il sente qu'il est attendu et qu'il va être utile. Il y a des gens qui sont rentrés, qui ont traîné pendant 3-4 ans, sans qu'on leur dise rien, sans qu'ils ne sachent qu'est-ce que demain sera fait. Et donc, c'est tout ça là qu'on doit essayer de régler quand on veut régler le problème de ressources humaines dans la santé, offrir des bourses avec des perspectives derrière. Quand les gens finissent, savent qu'ils vont servir, ils servent pour telle année au moins avant de disposer de leur liberté. Je crois que je ne dis pas que le risque zéro que les gens, certains individus partent sans revenir n'existe pas, mais je ne crois pas que ce sera la totalité qui partiront. Malgré votre effectif plus ou moins restreint, vous arrivez à mieux gérer la situation. Hein. Ça se voit à travers les résultats qu'on a, les chiffres qu'on publie au jour le jour. Avant de revenir parler du Togo et puis de certains cas des décès qu'on a enregistrés ces derniers temps, on va parler un peu de ces découvertes concernant le vaccin contre Covid-19. On a aujourd'hui 4. Ce qui veut dire que la moisson semble être bonne maintenant. Hein. On peut commencer par pousser un ouf de soulagement parce que on annonce, selon les informations, un vaccin d'ici fin décembre et puis début d'année. Et ça, c'est pour les Anglais qui pensent que c'est un vaccin très fiable et qui sera moins coûteux. Bon, c'est une bonne nouvelle. Toutes ces annonces concernant l'efficacité de ces vaccins, et ça reste encore là des annonces, hein, on n'a pas encore de publication, c'est des résultats à mi-parcours, ce ne sont pas des résultats finaux, et donc, mais c'est des annonces qui font du bien et qui donnent de l'espoir. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, même si on met sur le marché un vaccin en décembre, je ne sais pas quand est-ce que le Togolais dans mon village sera vacciné. C'est dire que c'est de bonnes nouvelles, mais restons quand même assez raisonnables et restons vigilants. Aujourd'hui, il faut être là jusqu'à peut-être dans un an et demi, pour se faire vacciner, pour avoir le vaccin. Il faut être là. Il faut être là et vivant. Et donc, c'est les mesures barrières. Ah oui, c'est les mesures barrières qu'on doit continuer par appliquer rigoureusement. Alors, il y a un autre débat qui se fait autour de ces vaccins, ces découvertes-là. On sait que pour avoir un vaccin, il faut au moins 5 à 10 ans, mais avec le coronavirus, les choses ont été tellement accélérées. On se demande si vraiment ces vaccins-là qui sont qualifiés de bons, fiables, sont vraiment bons et de bonne qualité. D'où ce débat. Non, il y a des mois qu'on va faire des essais dans certains pays. Les gens ont parfaitement raison de se poser des questions. Parce que ce à quoi on était habitué jusqu'à cette pandémie-là, c'est que quand un nouveau virus apparaît, il faut à peu près 18 jusqu'à 2 ans, 18 mois jusqu'à 24 mois, pour commencer par maîtriser son contour et sortir un prototype de vaccin qui puisse être assez efficace. Mais Covid-19 nous a montré la mobilisation mondiale.
quand nous parlions de cette façon de faire, souvent c'est des laboratoires seuls qui cherchaient dans leur coin. Il n'y avait jamais dans l'histoire de l'humanité autant de mobilisation autour d'un vaccin, autour de la solution à une maladie que cette maladie qui est Covid-19. Et donc, probablement, cela a joué, cela a permis aux scientifiques de se mettre un peu en commun pour pouvoir franchir rapidement certaines étapes plus difficiles à franchir avant. Et on a vu aussi, ils ont utilisé d'autres méthodes qui sont des méthodes très innovantes en matière des vaccins qu'ils proposent actuellement en utilisant surtout l'AR messager, c'est dans notre jargon médical. Donc, tout ça l'a joué. Néanmoins, un vaccin nouveau reste un produit nouveau sur lequel on va rester attentif en regardant des effets secondaires pour voir est-ce qu'il n'y en a pas. C'est surtout ça. Et donc, une fois encore, en attendant ces vaccins, soyons vigilants. Parlant bien sûr de ces vaccins et bien sûr de l'addition, on va suivre Angela Merkel, la chancelière allemande, qui se prononce sur la question. Le plus important pour moi maintenant est que COVAX entame des négociations avec les fabricants de vaccins potentiels en utilisant l'argent qu'il a déjà collecté. Car nous sommes par exemple dans l'Union européenne assez loin dans les négociations avec quelques fabricants. Nous voyons que les États-Unis sont loin aussi, le Royaume-Uni ainsi que d'autres pays. Heureusement, il y a maintenant de l'espoir autour de ces nouveaux vaccins et la question se pose de manière très spécifique, à savoir que nous ne devons pas seulement veiller à ce que l'Europe obtienne des vaccins comme le fait la Commission européenne, mais que cela soit également important et juste pour tous les pays du monde. On voit clairement qu'à travers cette déclaration que les pays européens s'organisent déjà en matière de l'addition, comment avoir ces vaccins-là à temps pour vacciner les populations, les différents pays qui composent cette Union européenne-là. Mais on a comme l'impression qu'en Afrique, on ne se gêne pas vraiment. Seulement le président sud-africain qui s'était prononcé un peu sur la question. Les autres pays en Afrique, c'est silence radio. Oui, c'est le constat. Maintenant, vous pouvez essayer de les contacter, voir. Peut-être ils réfléchissent. Vous savez, quand vous gérez... si vous avez vu, c'est de très gros sous qui ont servi à réserver ces doses-là. Et donc, le pauvre se dit, on verra, on gère le quotidien et on verra après. On espère que dès que les vaccins seront là, de toutes les façons, c'est comme ça que ça marche toujours. Le riche se sert d'abord, et puis après, il voit les autres. Et donc, ne croyez pas que notre petit Togo pourra aller rivaliser avec les États-Unis pour réserver ces vaccins. C'est un peu dans l'ordre normal des choses. Quand je prépare dans ma maison, je sers mes enfants. D'abord, avant de servir les autres. Mais quand c'est dans l'ordre normal des choses. Elle la même un peu partout. Quand on sait que dans les maisons, dans toutes les autres maisons aussi, tout le monde a faim, comme ce fut le cas dans ma maison. Il faut servir tout le monde sans... C'est comme ça marche. Espérons tout simplement que quand tout ça sera prêt, nos pays feront ce qu'il faut, où la solidarité internationale va jouer pour que ces vaccins... On attend les milliardaires, les Jack Ma et ces consoles-là pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que bon, on a vu au départ, ce sont ceux qui ont... S'ils le faisaient, c'est une bonne chose. C'est ce qui devait être la solidarité mondiale. Moi, je me suis toujours dit que les hommes ont perdu l'essentiel. On ne peut pas avoir sur cette même planète des gens qui ont de l'argent et qui ne peuvent même pas le dépenser au moment où d'autres humains meurent de faim. C'est pas une chose. Donc, si il y a des milliardaires qui veulent aider les autres,
c'est une bonne chose. Parfait. On va parler du Togo. Togo qui, depuis quelques temps, bientôt une semaine ou 2 semaines, on arrive pratiquement tous les jours un décès. On se demande si c'est le système mis en place en matière de la prise en charge qui, par moment, a failli à sa mission ou c'est parce que les patients ne se prononcent pas aussi à temps. Mais bien avant d'aller dans le fond du sujet, on va suivre ce reportage du service de rédaction de votre antenne, un reportage signé Dialé. 164 cas positifs au Covid-19 diagnostiqués cette semaine, 253 patients guéris et 5 décès. La courbe de contamination au nouveau coronavirus ne cesse de progresser au Togo, après que des foyers de la pandémie ont été détectés et vite jugulés dans les préfectures de Yoto et de la Kéran. La flambée des cas dans le Grand Lomé inquiète. Nous sommes à 164 cas. Aussi, c'est un chiffre élevé. Et que la majorité se trouve dans le Grand Lomé. Par contre, nous pouvons nous en réjouir parce que cette semaine, nous avons eu 253 cas guéris. Pour ce qui est des décès, nous avons eu 5 décès. Ça fait beaucoup. Et ces décès, comme nous l'avons toujours dit, concernent des personnes un peu fragiles. Pour éviter l'afflux des populations dans les centres de santé et pour permettre une meilleure prise en charge des malades, le gouvernement décide de la création d'un centre de santé par district. Dans Lomé, il y aura 15 CMS de chaque lieu, un CMS par chaque chef-lieu de district qui pourra faire des prélèvements. Quelques semaines après le début de la rentrée académique, suivi de l'ouverture de la plupart des lieux de culte et à l'approche des fêtes de fin d'année, la coordination appelle à la responsabilité de tout un chacun et au respect scrupuleux des mesures barrières. Voilà un peu le visage du Togo courant une semaine, ce que ça donne, les taux de contamination qu'a confirmé, un peu, qui évolue au jour le jour, les décès aussi qu'on enregistre pratiquement chaque jour. Oui, malheureusement, c'est cela. On sait que la proportion des patients graves est fonction du nombre de cas que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez, disons que si on est dans une proportion de 5%, si vous avez 10 malades, ça veut dire que vous aurez 5 malades graves. Et si vous avez 200 malades, ça voudra dire que vous aurez 10 malades graves. Et donc, ça évolue comme ça. Donc, plus on a de cas, plus on aura de malades graves. Ça, Et donc, nous, on voit les chiffres, mais il faut les voir en termes de proportion. L'autre chose qu'il faut aussi dire, c'est le risque que les gens prennent plus à la maison et qui n'arrivent à l'hôpital que quand c'est plus grave. C'est la grande crainte actuellement. Vous savez que l'État a décidé de passer à une prise en charge à domicile. Oui. Cette prise en charge à domicile est une bonne chose sur un aspect, mais qui inquiète. Parce que quand vous regardez les gens à la maison, nous connaissons, nous les humains, et voyant ce que les gens font, même au CHR commune, quand vous les gardez plus longtemps et que leur test n'est pas négatif dans les 10-15 jours, c'est des menaces. Et donc, ça va de soi que les mêmes personnes qui vous menacent à l'hôpital parce que vous les gardez pendant 10 jours, ils estiment qu'ils ne sont pas malades. Il ne faut pas croire que ces mêmes personnes-là, laissées tranquillement chez eux, vont rester à la maison. Donc, le risque que les gens contaminent plus d'autres personnes est réel et il faut en tenir compte. Et le risque également que les gens développent ou soient réticents à venir à l'hôpital, bien qu'ils aient des symptômes,
est aussi réel et qu'avec le temps, on risque de n'admettre que des malades dans des états graves et ça risque d'alourdir nos décès. Et ça, c'est une préoccupation à notre niveau, au niveau des structures de prise en charge. Dans cette stratégie, on espère qu'on est en train de se tromper dans notre analyse et que cette façon de procéder ne va pas se solder par plus de cas et plus de cas graves. En résumé, sur les mesures barrières peuvent sauver la situation. Ah oui, absolument. Il faut qu'on reste assez discipliné, assez vigilant en appliquant les mesures barrières. Pour conclure, pour le thème de ce jour, en quelques secondes, qu'allons-nous retenir? Covid-19, pourquoi l'asthme est un facteur aggravant? C'est juste une interrogation. Hein. Vous l'avez dit que ce n'est pas vraiment un facteur aggravant. Ce que nous allons dire pour conclure, c'est d'abord à l'endroit des malades asthmatiques, c'est de continuer par prendre régulièrement leur traitement de fond. Et si on le fait, il n'y a pas spécialement de risque à attraper Covid-19 et il n'y a pas spécialement de risque à faire la forme grave si jamais on attrapait Covid-19. Et c'est aussi venir rapidement à l'hôpital si jamais ils sentent que leur asthme n'est plus très bien contrôlé, les choses ne se passent pas comme cela se passait par le passé, de rapidement demander les soins aux prestataires de soins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous voulons ajouter, c'est qu'il y a de l'espoir avec les vaccins qui sont annoncés actuellement, mais ces vaccins ne sont pas pour demain dans notre réalité togolaise à nous, et donc il faut que nous continuions par être appliqués dans la mise en œuvre des mesures barrières. Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi. Professeur Komi Adjor, je rappelle que vous êtes professeur agrégé de pneumologie et vous êtes au CHU Sylvanus Olympio. Oui, je suis au Sylvanus Olympio comme chef de service où je travaille comme un pneumologue. Et puis, bon... Ancien chercheur aussi, hein? Oui, chercheur, évidemment, comme tous les enseignants à l'université. Et donc, avec Covid-19, c'est rajouté les soins de Covid-19 au CHR Lomé Commune. Parfait. Voilà. Messieurs, merci. Mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre numéro.